pense que c'est quand même la première fois qu'on parle d'addiction pour des enfants et pour des tout petits. Les troubles de l'attention, des enfants qui restent pas en place, des retards intellectuels, retards moteurs. Donc j'ai des enfants de 5 ans de moyenne section qui n'arrivent pas à tenir leur stylo. Vraiment, ça donne des retards de motricité fine très importants. Motricité globale avec tout le corps. On a des troubles du sommeil très importants, troubles de l'oralité, des enfants qui ont mal au ventre ou qui ont une sélectivité alimentaire très importante. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé et à votre santé numérique ce matin, puisque nous allons parler d'hygiène numérique avec mon invité, le docteur Anne-Lise Ducanda. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, diplômé en santé et développement de l'enfant. Vous avez travaillé de nombreuses années en PMI. C'était avant la révolution numérique et avant les applis allaitement. C'est ça. Les applis allaitement qui ont vraiment tout révolutionné. En partie. Ouais. Ça fonctionne bien les applis allaitement ? Je les utilise pas. D'accord. Mais pour les mamans, il y a des choses à dire avant d'utiliser une appli allaitement ? Écoutez, on regrette que les mamans fassent plus confiance à l'appli allaitement qu'aux professionnels de maternité. Ou au cri de bébé peut-être. C'est ça. Vous avez découvert en PMI les ravages de la surexposition aux écrans, dont vous êtes aujourd'hui une des principales porte-paroles en France, et vous sensibilisez aujourd'hui aux effets des écrans sur le développement du jeune enfant, et vous êtes membre fondateur du collectif Surexposition Écran. Vous publiez Les tout petits face aux écrans aux éditions du Rocher, et nous allons parler d'hygiène numérique comme je vous le disais tout à l'heure. Mais quand vous dites des tout petits, vous parlez d'enfants qui ont quel âge ? Alors c'est 0-6 ans, mais mon livre traite aussi des 6-18 ans, et bien sûr des parents, parce qu'on va voir aussi que l'hygiène numérique des parents est très importante pour les tout petits. Mais là, c'est vraiment les 0-6 ans. Alors les parents qui nous écoutent ce matin vont dire, mais pourquoi s'intéresser aux 0-6 ans, alors que quand même, moi mon enfant de 8 ans, j'arrive pas à le décrocher de la tablette ou des jeux ? Alors parce que si on avait fait, je m'étais intéressée autant aux 6-18 ans qu'aux 0-6 ans, c'était pas 304 pages mais c'était le double. Et si vous voulez, les petits c'est quand même le cœur de métier, puisqu'en PMI je m'occupais d'enfants de 0 à 5 ans. Avec le recul dans votre pratique en PMI, quels sont les nouveaux troubles que vous avez vus arriver en consultation en plus de 15 ans ? Alors les nouveaux troubles, c'est une addiction aux écrans. Je pense que c'est quand même la première fois qu'on parle d'addiction pour des enfants et pour des tout petits. Les troubles de l'attention, des enfants qui restent pas en place, des retards intellectuels, retards moteurs, motricité fine, ce qu'on fait avec les mains et les doigts, motricité globale avec le corps, donc marcher et grimper. Là, il faut expliquer aux gens, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que les enfants n'arrivent plus à... Donc on a des enfants qui n'ont pas acquis la pince pouce-index qui permet d'attraper les objets. Donc j'ai des enfants de 5 ans de moyenne section qui n'arrivent pas à tenir leur stylo. Puisque soit quand on est devant un écran, on n'a aucun geste, soit on a 2 gestes, d'effleurement de la surface de l'écran, c'est le glissement du doigt ou bien l'écartement des doigts pour agrandir l'image. Donc les enfants n'ont pas la pince pouce-index et ne peuvent pas attraper. Ils n'ont pas de force non plus dans les doigts et ils n'ont pas la coordination. Vraiment, ça donne des retards de motricité fine très importants. Motricité globale avec tout le corps, évidemment, marcher, courir, grimper. Si vous êtes 4 heures devant un écran, vous êtes en retard sur ces acquisitions. On a des troubles du sommeil très importants, troubles de l'oralité, on détaillera peut-être tout à l'heure. Oui, parce que ce que vous appelez les troubles de l'oralité, ouais. Alors c'est très important, des enfants qui ont mal au ventre, qui ont la diarrhée, qui sont constipés, ou qui ont une sélectivité alimentaire très importante. Par exemple, je vois des enfants qui ne peuvent manger que du blanc, donc du lait, du riz, des pâtes, du pain, qui ne peuvent manger que du liquide. Parce que quand les enfants sont devant les écrans, c'est pas une activité du tout comme une autre. Le cerveau est complètement immergé dans l'écran et connecté, n'est plus du tout connecté ni à l'environnement, ni aux personnes avec lui, ni à son corps. Et quand il est en train de manger, le cerveau n'a aucune information. Et donc, il n'envoie pas du tout la commande de sécrétion de toutes les substances indispensables à la digestion. Les amylases, la salive, les sucs gastriques, etc. Et donc, ça donne énormément de troubles. Et puis, l'enfant ne se rend pas compte qu'il mange des carottes, ou du lait, ou de la viande. Donc il n'a pas du tout l'éveil au goût, l'éveil aux textures. Qu'est-ce qu'il pense alors dans ces cas-là ? Il pense pas, puisque quand l'enfant est connecté aux écrans, il pense pas. Il est connecté, il est soumis à un flux d'images et de sons, et son cerveau ne pense pas. C'est bien ça le problème, et c'est pour ça qu'il y a un retard intellectuel aussi. Tout part d'une observation de terrain. Alors vous racontez qu'en tant que médecin de PMI, une de vos missions, c'est de faire des bilans dans les écoles maternelles. Et là, à ce moment-là, impossible de faire des bilans. Qu'est-ce que vous constatez à ce moment-là ? En fait, je fais des bilans de dépistage chez tous les enfants sur les apprentissages et la vue, la vision, le langage, le comportement, la sociabilité. Et puis quand il y a un enfant en difficulté, l'enseignante me demande de le voir.
Et en fait, petit à petit, on me demandait de voir tellement d'enfants en difficulté que je ne pouvais plus faire aucune visite de dépistage. Donc vous étiez déjà avec des enfants avec des troubles. Voilà, à partir de 2012-2013. Oui. C'est ça. Donc vous le signalez, très tôt vous le signalez, mais qu'est-ce qui vous met sur la piste des écrans ? Alors ce qui me met sur la piste des écrans, c'est que j'ai changé, entre guillemets, de métier. J'avais un cabinet de médecin généraliste et je me suis intéressée à la PMI pour avoir du temps. Et puis pour l'accompagnement des parents dans la petite enfance et l'enfance, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Et en PMI, on a du temps, on peut prendre le temps. Et puis je vois pas des enfants malades. En PMI, je vois des enfants poursuivre leur développement, comme on a dit tout à l'heure, le sommeil aussi, l'alimentation, plein de choses. Et quand je voyais des enfants qu'on m'adressait en grande difficulté, je posais la question, racontez-moi un petit peu qu'est-ce qui fait... racontez-moi une journée de votre enfant, parce qu'on sait que 85% du développement de l'enfant dépend de son environnement. 15% dépend de la génétique. S'il y a un chromosome en plus, par exemple la trisomie 21, il ne va pas se développer normalement. Mais ça dépend aussi de l'environnement. Il peut avoir tout le programme dans ses gènes pour se développer normalement, mais s'il n'y a pas l'environnement adéquat, la bonne nourriture cérébrale, comme je dis, le développement ne va pas se faire normalement. Et donc, je posais la question. Et puis, depuis 2012-2013, les parents me disent « Ah, mais ce qu'il adore, c'est mon téléphone. Ah, mais si vous saviez comment il est doué, je vous montre un petit choupi. » Et après, il retrouve tous les petits choupis très facilement tout seul. Il se crée un profil sur YouTube. Alors, on lui a acheté une tablette, et alors, il adore la tablette éducative. Il compte jusqu'à 100 en anglais. Sauf que ces enfants qui comptent jusqu'à 100, quand je leur dis « donne-moi 2 cubes », ils sont incapables de me donner 2 cubes. Mais est-ce que l'enfant compte réellement jusqu'à 100 en anglais ? Et est-ce qu'il sait qu'il compte jusqu'à 100 ou il fait que répéter quelque chose qu'il a vu plusieurs fois ? Alors 2 choses. Il fait que répéter quelque chose qu'il a entendu, c'est un automatisme dans son cerveau, et un automatisme visuel. C'est-à-dire que la tablette montre un zigzag et dit 2, et l'enfant répète 2. Elle montre un bâton, la tablette, et puis elle dit 1, et l'enfant répète 1. Donc il associe une image à un son, et après, à chaque fois qu'on lui montre le 2, il sait dire 2. Mais si je lui dis combien il y a de cubes en lui montrant 2 cubes, il est incapable de me dire 2. Donc c'est une intuition au départ ou parce oui. qu'au début vous pensiez pas que c'était les écrans, donc il a fallu attendre des années pour que vous en arriviez à cette évaluation. Oui, c'est vraiment la succession de familles dans mon cabinet de PMI, d'enfants adressés par les crèches et les écoles en difficulté, qui me disent « Ah, mais ce que mon enfant adore, c'est le téléphone. Et combien de temps il en fait ? Ah, c'est toute la journée. Et la tablette ? Ah oui, mais là, il en fait plus que parce qu'elle est cassée. » Et donc, je proposais aux parents d'arrêter complètement les écrans, où au début, je disais moins d'1 heure par jour. Maintenant, je dis un arrêt total. Et 1 mois après, je voyais des enfants dont le développement redémarrait. Et quand j'utilise le mot magique ou spectaculaire, je sais pas trop exagérer, c'est spectaculaire. La plasticité du cérébral à cet âge-là permet un redémarrage des bonnes connexions de nouveau. En fait, ce ne sont pas des connexions détruites dans le syndrome de l'enfant surexposé aux écrans. C'est des connexions qui n'ont pas pu se faire par une pauvreté de l'environnement. C'est ça qui est important à comprendre, et c'est pour ça que c'est évitable et réversible. L'espoir dans toute cette histoire, c'est que c'est réversible. Alors qu'on a le syndrome du bébé secoué, qui a des destructions des connexions cérébrales, le syndrome d'alcoolisation fœtale également. Bien sûr, on peut faire un peu de réadaptation, mais entre guillemets, c'est des handicaps à vie. Or là, vous n'avez pas des handicaps à vie. Alors, à noter que ce que vous avez constaté sur le terrain, qui part d'une observation de terrain, aujourd'hui, c'est validé par des études. Et il y en a beaucoup, des études. Alors ça, c'est très important. Si vous allez sur le moteur de recherche PubMed, qui recense toutes les études sérieuses, référencées à comité de lecture, vous avez aujourd'hui plus de 5100 études dans le monde entier qui font le lien très net entre surexposition des enfants et troubles. À partir de quel moment, et là il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et qui se demandent à quel moment on peut considérer qu'un enfant est surexposé ? Alors les études montrent que de 0 à 6 ans, il peut y avoir des troubles à partir de 15 minutes par jour, et de 6 ans à 18 ans à partir de 1 heure par jour. Mais j'ai envie de dire que la définition que je donnerais d'un enfant surexposé, c'est plus de 15 minutes par jour et des troubles. Si l'enfant a une demi-heure par jour d'écran et qu'il va très bien, j'appelle pas ça un enfant surexposé. On a bien sûr des différences individuelles, et puis ça dépend tellement de tout ce qui est proposé à l'enfant à côté. Les enfants dont je décris les troubles dans le livre n'ont pas 20 minutes d'écran par jour. Ils ont 3-4 heures très petits, de 0 à 3 ans, et voilà. Mais il peut y avoir un petit retard de langage, un petit enfant agité à une demi-heure par jour.
Ça dépend aussi du moment, ça dépend du contenu, ça dépend de s'il y a un parent qui est à côté ou pas. C'est très complexe cette histoire d'écran. Mais comment est-ce que vous qualifiez l'exposition ? Parce que d'abord, il y a plusieurs types d'exposition. Et un enfant qui est dans une pièce, où il y a une télé qui ne lui est pas destinée, on va dire, est-ce qu'on peut imaginer que c'est un enfant qui est exposé à la télévision ou pas du tout ? Alors là, vous pointez quelque chose de très important et je vous remercie de poser la question parce que beaucoup de parents n'ont absolument pas l'impression que l'enfant est surexposé aux écrans si la télé est allumée dans la pièce et qu'il n'est pas fixé devant. Si votre télé est allumée dans la pièce de votre petit, votre enfant est surexposé aux écrans. Enfin, il est exposé aux écrans. Il est exposé, même si ça ne lui est pas destiné, que c'est les parents qui regardent. Exactement. En fait. Et ça, je l'ai constaté. Il y a des petites vidéos qui le montrent et les études le montrent. Donc, si la télé est allumée et que le petit est dans la pièce avec ses parents, il entend par heure 155 mots. Si la télé est éteinte, il entend de ses parents 955 mots par heure. Par ailleurs, l'enfant... C'est-à-dire 6 fois plus. Presque 8 fois plus. Ouais. Voilà. Et autre chose, vous savez que le jeu est capital. Un enfant doit découvrir le monde avec tous ses sens et le toucher. C'est ça qui crée dans son cerveau des connexions cérébrales. On sait que quand il y a la télé qui est allumée dans la pièce, même s'il n'est pas fixé dedans, il est sans arrêt interrompu. Et les parents me disent, quand il y a le jingle de la pub, alors là, il est fasciné, il écoute la pub. Il arrête d'encastrer ses petits cubes et son cerveau de créer des connexions cérébrales grâce à cet encastrement. Et quand la pub est finie, il retourne sur ses cubes, mais il ne sait plus où il en était et son cerveau ne va pas au bout de ce qu'il était en train de faire et les connexions ne se font pas. Donc voilà, c'est vraiment très important. Et est-ce qu'on sait pourquoi finalement la pub arrive à interrompre l'enfant ? Alors ça, c'est une bonne question qu'on m'a jamais posée. Je pense que c'est le jingle de la pub. Il paraît que le son de la publicité est plus fort. Et plus fort, mais ça on l'a tous constaté. Voilà, et puis le jingle, la musique. Alors il faut savoir que le cerveau humain est câblé pour se diriger vers les points les plus saillants de l'environnement. Donc s'il y a un son, une lumière, un mouvement, vous tournez la tête. Ça nous permet d'échapper au danger et de chasser. C'est exactement ce que créent les écrans sur nous et sur l'enfant. Donc s'il y a quelque chose qui bouge, qui est plus fort que le reste, le jingle de la pub, l'enfant va aller voir la publicité. De toute façon, il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus, qui travaillent sur la manipulation, enfin bref, en tout cas sur la façon de rendre la publicité attractive et de nous faire passer à l'achat. On peut imaginer qu'il y a peut-être des laboratoires qui travaillent sur les jingles de pub pour que finalement ça nous arrête et nous alerte. Oui, je pense. Puis comme ils travaillent sur les contenus des tablettes, des jeux vidéo, des séries, etc., des réseaux sociaux, voilà, de la même façon. C'est ce qu'on appelle la captologie, la nouvelle science de psychologie qui utilise ce qu'on sait de l'esprit humain et de ses failles pour nous rendre le plus accro possible et sur les écrans. Voilà, on parle des tout petits face aux écrans. C'est le titre du livre de mon invité ce matin, le docteur Anis Ducanda. Votre livre sort aux éditions du Rocher. Quelle est la différence entre un enfant exposé aux écrans et un adulte exposé aux écrans ? C'est quoi la différence ? Alors, ils sont tous les deux captés par leur attention involontaire que j'ai décrite tout à l'heure. Ils peuvent tous les deux devenir accros. Mais le cerveau de l'adulte, il est fini. À 25 ans, votre cerveau atteint sa maturité alors que le tout petit a tout à élaborer. Donc c'est vraiment, ça peut poser des problèmes à l'âge adulte, tout le monde le voit, mais c'est toxique pour un tout petit. C'est vraiment le mot qu'il faut utiliser. Et toxique, ça veut dire qu'il faut l'éliminer. Hein. C'est ça. Alors, vous avez constaté des retards et des troubles chez les tout petits. Déjà, quelle est la différence entre un trouble et un retard ? C'est la même chose ? Alors le retard, on peut le définir comme une compétence qui doit arriver mais qui arrive plus tard. Alors que le trouble, c'est plutôt un dysfonctionnement et on ne pense pas forcément qu'il va y avoir récupération. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Le trouble de l'attention, on appelle ça trouble de l'attention, mais on pourrait dire un retard de l'attention, parce qu'on dit trouble de langage, mais on dit aussi retard de langage. D'accord. Alors tiens, ça tombe bien de vous parler sur le langage. Moi, j'ai toujours entendu dire que finalement, les écrans, c'était formidable, parce que grâce aux écrans, les enfants apprenaient à parler et qu'ils apprenaient même des langues. Donc, c'était un outil extraordinaire pour ça. Et ils apprennent à compter, ils apprennent plein de choses, ils apprennent les couleurs aussi. Alors, c'est bien le piège. Le piège que dans lequel pas seulement les parents tombent, mais même les médecins. Les médecins n'ont pas été formés beaucoup sur le développement de l'enfant et pas sur les écrans. C'est finalement un phénomène relativement nouveau. Et beaucoup de parents me disent, mon médecin m'a conseillé de le mettre devant un dessin animé, et ça paraît logique. Vous entendez des petits nounours qui parlent, et donc c'est comme ça qu'il apprend à parler. Or, le cerveau humain, les études l'ont montré, ne peut apprendre à parler que si c'est un humain qui parle à l'enfant. Donc il y a cette fameuse étude de Rachel Barr 2005 aux États-Unis où pour travailler sur les processus d'apprentissage, au lieu de répéter sans arrêt la scène, ils se filmaient. Et là, ils se sont rendus compte que les enfants comprenaient rien. Donc ils ont pris 42 enfants de 2 ans,
21 enfants ont regardé une dame expliquer qu'elle cachait un doudou sous un canapé à travers une fenêtre. Et 21 autres enfants ont regardé la même scène à travers un écran. Quand vous faites rentrer ces 42 enfants de 2 ans dans la pièce pour rechercher le doudou. Tous les enfants qui ont regardé la scène à travers la fenêtre ont retrouvé le doudou et seulement la moitié des autres. On appelle ça le déficit vidéo ou le déficit de transfert. Donc il faut bien que les parents comprennent que les mots qui sortent de l'écran n'ont aucun sens. Pour un petit enfant, ce n'est que du charabia. Ils peuvent le répéter, mais parler, c'est pas répéter. Parler, c'est utiliser les mots à bon escient, avec le sens pour le communiquer à quelqu'un. C'est quelque chose, un argument qu'on entend souvent. Une tablette, un écran, une vidéo YouTube, ça peut être un outil pédagogique. Est-ce que c'est un outil pédagogique ou pas du tout ? Alors, pour les tout petits, aucun écran n'est pédagogique et aucune étude n'a montré qu'il y avait un intérêt à mettre les enfants devant les écrans. Et d'ailleurs, la Société canadienne de pédiatrie, elle le met dans ses recommandations. Le moins, c'est le mieux de 0 à 6 ans. Et aucune donnée n'appuie l'entrée des écrans de 0 à 6 ans. Donc, cette excuse qu'on entend et dont se servent bien sûr les fabricants, pour dire que finalement, maintenant, ce sont des formidables outils pédagogiques, des formidables fenêtres sur le monde. Et oui, et c'est la sirène publicitaire auquel répondent les parents. Tous les parents, on est dans une société de performance, ont envie que leurs petits soient pas en retard. Et on entend aussi beaucoup, ça prépare au monde de demain. Et encore plus les parents qui n'ont pas fait d'études et qui parlent pas la langue du pays, ils sont persuadés qu'en offrant la tablette, le gamin il aura les mêmes compétences que les autres, voire plus, à l'entrée à l'école. C'est vraiment des parents qui sont dupés, qui sont trompés. Non, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas prouvé que ça les aide à mieux parler la langue et à l'acquérir surtout. C'est ça, on parle d'acquisition d'un savoir là. Aucun écran ne peut apprendre à un enfant à parler dans n'importe quelle langue que ce soit. C'est seulement un humain et encore plus ses parents, parce que tout le côté affectif que les parents mettent dans les langages, les intentions, les gestes, les mots qu'ils vont choisir à leur enfant va aider au développement cognitif du bébé. Alors vous avez commencé à en parler tout à l'heure de ce nouveau syndrome, c'est l'exposition précoce et excessive aux écrans. On dit épée. Syndrome épée. Voilà, syndrome épée. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce syndrome ? Un syndrome qui pourrait peut-être faire penser à un autre syndrome d'ailleurs. Tout à fait. Alors, les enfants qui sont plus de 3-4 heures par jour devant un écran de 0 à 3 ans, avec des parents de plus en plus captés par leurs écrans, et c'est par de leur faute, on est bien dans une société où on nous pousse à utiliser tous ces écrans, et ben finalement n'interagissent plus, ne se regardent plus, il n'y a pas de communication, d'interaction. Et donc ils développent des troubles de la communication et des interactions. On appelle ça le syndrome épée, et on peut avoir des confusions avec les syndromes autistiques. Pourquoi ? Parce que le diagnostic de l'autisme, c'est donc un déficit d'interaction avec des intérêts restreints, les enfants ne veulent que des écrans, et des stéréotypies. Je vais peut-être en parler tout à l'heure. J'aime bien ce mot, la stéréotypie. C'est quoi la stéréotypie ? Alors la stéréotypie, c'est des gestes involontaires, j'ai envie de dire parasites, inutiles, que va faire l'enfant, notamment quand il est excité devant un contenu audiovisuel. Et on a ça dans les enfants autistes. Alors l'hypothèse, elle viendrait du docteur Pédespan, qui travaille dans le CHU à Bordeaux, et qui dit que le bombardement de sons, de shoots visuels et sonores intenses, précoces et trop fréquents chez un tout petit entraînerait la fabrication de connexions cérébrales aberrantes dans le cerveau, qui prendrait la place des bonnes. Et ça expliquerait cette surexcitation et ces mouvements désordonnés que font les enfants. Mais qui ressemble à quoi ? C'est quoi ? Alors le plus important, c'est le flapping. Voilà, les enfants remuent leurs mains à côté de leur corps, comme un oiseau qui va décoller. Vous avez aussi le spinning, c'est un enfant qui tourne sur lui-même comme une toupie. Et les enfants qui agitent leurs mains à côté des yeux, ou un stylo. Voilà, vous avez tous ces stéréotypies. On pense aussi que les écrans surexcitent, surstimulent l'enfant par rapport au monde réel. Et quand l'écran s'éteint, les parents me disent, on a arrêté les écrans, et les stéréotypies ont augmenté. L'enfant recrée, s'auto-excite, s'auto-stimule avec ces gestes un petit peu désordonnés qui s'arrêtent au bout d'un moment quand les écrans sont bien supprimés. Donc, ces enfants qui ont des troubles de la communication, quand on va voir un médecin qui est spécialiste de l'autisme, il lui fait passer des tests et il code positif au test, puisque ce n'est pas un scanner, ce n'est pas une prise de sang, c'est un test de comportement. Donc c'est très important que tous les médecins, tous les spécialistes de l'autisme connaissent ce syndrome épée et posent la question des écrans. Si l'enfant n'est pas surexposé aux écrans, c'est pas un syndrome épée, c'est de l'autisme. Si l'enfant est surexposé aux écrans, on ne sait pas.
on fait un sevrage total, immédiat de 3 mois d'écran. Et si l'enfant s'améliore, c'est que c'était probablement dû aux écrans. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'aller prendre rendez-vous et une liste d'attente pour un bilan d'autisme, puisqu'il y a 1, 2, voire 3 ans d'attente. Mais ce qui voudrait dire qu'on aurait pu surdiagnostiquer cette épidémie d'autisme, en fait, aujourd'hui. Alors, on est nombreux, de plus en plus nombreux, à être persuadés de ça. On surdiagnostique l'autisme, puisque très peu, alors quelques centres référents autistes commencent à poser la question des écrans, et comme nous, ils voient une partie des patients qui, au bout de 3 mois sans écran, ont des troubles autistiques qui ont disparu ou qui ont nettement diminué. C'est vraiment très important, puisque l'avenir de ces enfants, l'avenir de milliers d'enfants est en jeu. L'exposition précoce et excessive aux écrans, googlez le syndrome épée, donc c'est important aussi de pouvoir en parler. Il y a des études dans votre livre, 74% des parents sont convaincus que plus tôt leurs enfants sont familiarisés aux outils numériques et plus ils sont prêts au monde de demain. On en commençait à en parler tout à l'heure. C'est vrai que beaucoup de parents qui n'ont pas connu cette révolution numérique, qui ne sont pas nés avec, ont peur que leurs enfants ne prennent pas le train en marche et soient en retard, en fait. Mais bien sûr, on sait qu'on va être de plus en plus numérisé. Les parents ne veulent pas que leur enfant soit en retard et prennent le train de cet outil moderne. Or, le cerveau de l'enfant ne peut se développer qu'avec de l'humain et un monde réel où il va solliciter tous ses sens, dont le toucher, l'odorat, l'équilibre, le sens de son corps, de la représentation de son corps, tout ce que les écrans empêchent de faire. Mais il y a des neuroscientifiques qui ont aussi dit à la télé et dans les médias que ça développait l'intelligence, que ça préparait l'enfant au monde de demain. Donc comment en vouloir aux parents qui entendent ces messages finalement, et puis les messages des sirènes numériques et marketing, comme je disais tout à l'heure, où il faut... c'est les nouveaux jouets, c'est les jouets de demain. Et quand vous allez dans un supermarché de jouets, enfin les grands magasins de jouets, 3/4 des jouets sont électroniques et avec des écrans. On parlera tout à l'heure des jouets électroniques, c'est très important. Et effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que là aussi, sous des vertus pédagogiques. Pour les jouets électroniques ? Ouais. Ah ben tout à fait. Vous avez plus un doudou qui n'est pas bilingue, ou quand on appuie sur la patte ou l'oreille de l'ours, il vous récite l'alphabet en anglais, ou il compte jusqu'à 100. Et donc c'est très important parce que les jouets électroniques stimulent de façon nocive et toxique le cerveau de l'enfant de façon semblable aux écrans. Donc quand je dis aux parents qu'il faut faire un sevrage d'écran... Le jouet numérique, c'est un écran aussi. L'ours il y a des jouets qui ne sont pas numériques, il n'y a pas d'écran, mais qui sont électroniques avec des sons et des lumières artificielles. Il faut aussi les supprimer quand votre enfant a des troubles, puisqu'ils stimulent un peu de façon semblable aux écrans avec des shoots visuels et sonores. Mais si l'enfant va bien et qu'il a un jouet électronique, je ne demande pas ce qu'il soit jeté à la poubelle. Quand vous avez voulu quantifier le problème, est-ce que vous avez constaté que les filles et les garçons sont impactés de la même façon ou pas ? Alors, de façon très surprenante. Sur 4 enfants surexposés aux écrans avec des troubles graves, comme je décris, il y a 3 garçons pour une fille. Et de façon très curieuse aussi, c'est exactement la proportion que l'on retrouve dans l'autisme. Il y a 3 garçons autistes pour une fille. Ce qui irait dans le sens d'un surdiagnostic d'autisme lié à tous ces enfants surexposés aux écrans depuis la révolution numérique, qu'il faut bien différencier, ne pas confondre avec des enfants autistes. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi les parents ont recours aux écrans ? Alors oui, il y a des études. 70% des parents ont recours aux écrans parce qu'ils pensent que c'est pédagogique et que ça éveille l'intelligence de l'enfant. Je crois qu'il y a à peu près 50% des parents qui les utilisent pour faire leurs tâches ménagères. Vous le disiez tout à l'heure, 74% parce qu'ils pensent que ça prépare l'enfant au monde de demain. Et puis ça le calme. Ça, c'est impressionnant. L'enfant est hypnotisé. Les pleurs cessent immédiatement, alors qu'un bébé qui pleure, d'habitude, il faut un certain temps dans les bras pour que les sanglots s'arrêtent. Il y a aussi, ça aide les enfants à manger, ça aide les enfants à dormir. En fait, les parents ont vu des tonnes, ils ont eu l'impression que ça leur facilitait la vie de parents, et n'étant pas au courant des dangers, puisqu'il n'y a pas du tout de campagne aussi importante que je le souhaiterais, en tout cas, qui martèle ces messages tous les jours, les parents ont surutilisé les écrans pour les tout petits. Ça calme les enfants ou les parents ont le calme pendant que les enfants regardent les écrans ? Les deux. Oui. Les deux. Les parents ont bien le droit de s'octroyer une petite heure de pause quand ils reviennent du travail. La vie de parents, elle est très difficile, elle est très fatigante. On ne peut pas en vouloir aux parents. Donc s'ils ne sont pas informés, comment voulez-vous qu'ils changent leurs habitudes ? Ça arrange tout le monde finalement. Mais ça arrange tout le monde, bien sûr.
Voilà, ça m'arrange ce matin, on parle des écrans, puisque nous on fait de la radio, donc le docteur Anne-Lise Ducanda est mon invité à l'occasion de la sortie de son livre. Ça s'appelle Les tout-petits face aux écrans, aux éditions du Rocher. Vous avez tous votre téléphone dans la poche, une tablette à portée de main, une télévision pas très loin, maintenant dans toutes les pièces de la maison. Et c'est vrai que nos téléphones qu'on est toujours en train de finalement toucher, qui sont le prolongement de nos bras, ça aussi, ça embête les enfants. Alors oui, une enquête précise que nous regardons notre téléphone 221 fois par jour. Une autre dit qu'on reçoit une notification toutes les 40 secondes. Or, les parents n'ont pas conscience qu'il n'y a pas que l'enfant devant les écrans qui peut être délétère pour lui, mais s'ils sont captés par leurs écrans, rendus indisponibles pour être attentifs à l'enfant, ça a aussi des préjudices sur le développement de leur enfant, puisque l'enfant, il a besoin qu'on le regarde, qu'on lui parle, qu'on joue avec lui, et que surtout, ce soit pas interrompu. Il y a une étude américaine qui montre que si le parent est en train d'apprendre un mot à l'enfant, tu vois, là, ça s'appelle, c'est une petite voiture avec des roues, ça roule. Si le parent est à ce moment-là interrompu par son téléphone, alors le mot n'est pas appris par l'enfant. Il y a aussi une autre étude qui montre que notre téléphone nous distrait 5 fois plus que n'importe quoi d'autre. Donc si vous êtes au parc avec votre enfant qui joue, et puis de temps en temps il vous parle « Maman, regarde-moi » ou « Papa, regarde ce que je suis en train de faire », vous n'allez pas du tout être attentif, répondre à l'appel de l'enfant parce que vous êtes capté par votre téléphone. Et l'enfant, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, si au bout de plusieurs sollicitations, vous ne lui répondez pas, il va arrêter de vous solliciter. En plus, il va être capté par ses propres écrans. Et c'est les troubles dont je parlais tout à l'heure qui peuvent arriver avec les troubles de l'interaction et de la communication. C'est pas parce qu'on est au parc avec son enfant dehors, mais qu'on est sur son téléphone, qu'on est avec lui. En fait, il faut être connecté. C'est ça que le mot, c'est interaction. C'est vraiment une connexion avec l'enfant et une déconnexion avec vos écrans. Donc c'est compliqué, parce personne n'a envie d'arrêter son téléphone ou sa télé ou sa tablette. Donc moi, le conseil que je donne aux parents, c'est que quand vous êtes avec lui, pour le repas, pour le bain, un moment de jeu, vous mettez votre téléphone sur mode avion parce que ça va être très difficile de ne pas répondre à votre téléphone. Et quand il est couché, vous ruez sur vos séries, sur vos jeux et sur vos réseaux sociaux. Ce qui est important finalement, c'est de comprendre les besoins de l'enfant. Et comprendre les besoins de l'enfant, c'est aussi comprendre pourquoi un écran ne peut pas y répondre. Exactement. Quand on sait que chaque minute compte dans les premières années de l'enfant pour son développement. Chaque minute, il doit être en interaction avec le monde, avec tous les sens, comme je l'ai dit, et en interaction humaine. À chaque fois que vous êtes capté par un écran ou votre enfant, c'est du temps raté d'apprentissage. C'est du temps raté où le cerveau est bien nourri pour se développer. Parce que c'est tout ce qu'il sent, notamment avec ses doigts, ses mains, le chaud, le froid, c'est lourd, ça bouge, ça tombe, ça se casse, ça sent bon ou ça sent pas bon, qui, en arrivant au cerveau, déclenche la création de 1000 nouvelles connexions par seconde. Donc l'enfant, il lui suffit de vivre dans un monde réel où tous ses sens sont en éveil, avec des humains qui interagissent avec lui, pour que son cerveau se développe, ce qui est empêché par les écrans des adultes et de l'enfant. Mais c'est quoi la différence entre un apprentissage dans la vraie vie avec un apprentissage sur une tablette, par exemple? Vous avez l'impression que votre enfant, il encastre des cubes parce qu'il glisse ses doigts sur la tablette. Donnez-lui une vraie tour de cubes. Il est incapable de les prendre dans la main et de les mettre l'un sur l'autre. Il doit se rendre compte du geste qu'il doit faire. Attraper, poser, réajuster son geste. Pareil pour les puzzles, pareil pour les dessins. Il va faire un super bateau sur une petite application sur smartphone. Donnez-lui un crayon et une feuille, il sera incapable de faire un bateau. Le problème, si on peut en parler maintenant aussi, c'est l'incapacité après. Un bateau parfait, parce que c'est vrai que sur la tablette, il fait un bateau, il est génial, le bateau. Alors pourquoi, après on ne comprend pas pourquoi à l'école, dès que la maîtresse leur demande quelque chose, l'enfant ne le fait pas. Il dit « je ne sais pas faire maîtresse, aide-moi, fais à ma place ». Parce qu'il est dans l'incapacité de faire un effort. Or, il n'y a pas d'apprentissage sans effort. Et pourquoi voulez-vous qu'il fasse l'effort pendant un quart d'heure de prendre un crayon, de faire un bateau, ou qui sera mal dessiné, mal colorié, qui ressemble à rien, ça va dépasser. Ça dépasse, il y a des trous dans la feuille, alors qu'en quelques secondes et quelques effleurements de doigts, il va faire un magnifique bateau avec plein de couleurs. Donc quand vous donnez un écran à votre enfant, dites-vous bien que c'est l'écran qui fait à la place de votre enfant et qu'il n'apprend rien. Le résultat que vous voyez, c'est la tablette qui le fait, c'est pas votre enfant. D'ailleurs, vous pouvez le constater vous-même dans la vraie vie, c'est en faisant qu'on apprend. Exactement. Imaginez, vous, un enfant qui puisse apprendre à faire du vélo avec une tablette. Vous vous dites que c'est pas possible. Eh ben, il faut qu'il le fasse, il faut qu'il s'essaie à toutes les sensations du vélo. Eh ben, c'est exactement pareil à tout ce que vous lui faites faire sur écran. C'est comme les tutos, hein, c'est pareil.
Alors pour un adulte, c'est différent. Il a acquis d'abord l'appréhension du monde avec tous ses sens, donc c'est différent. Mais vraiment, on fait la différence entre les adultes et les petits. Il y a eu une formidable découverte, c'est celle des neurones miroirs finalement. Alors tout à fait, puisqu'on sait que l'enfant va apprendre parce qu'il y a un humain, encore une fois, qui fait en face de lui. Mais si vous filmez une maman qui parle à son enfant, et pourtant c'est sa maman, eh ben, il ne va pas en tirer les mêmes bénéfices d'apprentissage que si c'est sa maman qui fait des mimiques et des mots en vrai. Les neurones miroirs ne fonctionnent pas s'il y a un écran interposé, c'est ça ? Exactement ce qu'a montré le déficit vidéo, le déficit de transfert. Ouais. Et les neurones miroirs, ça permet finalement de s'initier. Ben c'est comme ça que c'est construit en milliards d'années le cerveau humain. Peut-être que dans 1 milliard d'années, on fonctionnera avec le numérique, mais pour l'instant, le cerveau humain ne peut pas se développer, en tout cas dans les premières années, avec des écrans et le numérique. On parlait du nécessaire effort pour l'acquisition des savoirs, mais il y a aussi la frustration. La frustration et cette notion d'attente. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire pour les enfants ? Et là, les parents, aujourd'hui, ils ont tendance à céder quand même très rapidement parce qu'ils veulent que leur enfant soit heureux. Et pourquoi céder à un enfant tout de suite, c'est pas forcément le rendre heureux ? Alors, je vous remercie de poser cette question, c'est très important et c'est une des raisons pour lesquelles les enfants sont surexposés. On a tous envie que nos enfants soient bien. Ils soient bien, ils soient calmes, on les sente bien. Et ça nous renvoie aussi l'image de bons parents, si on arrive qu'il soit heureux et qu'il soit bien. Or, c'est ce à quoi ressemble un enfant devant un écran. Et quand on lui enlève l'écran ou quand on lui dit non pour quelque chose, on n'a pas l'image d'un enfant heureux et on n'a pas l'image d'être un bon parent. L'enfant, il crie, il tape des pieds. Donc, c'est tentant de donner un écran où immédiatement, avec un système on-off, l'enfant va paraître bien. Or, l'enfant, il a absolument besoin d'apprendre la frustration. Pourquoi ? Parce que l'école, puis la société, ne fonctionne que parce qu'on accepte la frustration. Vous, parents, vous acceptez de ne pas avoir tout ce que vous voulez et heureusement, vous ne tapez pas des pieds, vous ne faites pas une crise et ce serait impossible. Et à l'école, ils doivent ranger les jouets à 9h moins le quart. Ne pas utiliser la trottinette les jours, le lundi parce que c'est l'autre classe. Attendre sur le banc. Attendre que la maîtresse ait expliqué aux autres du groupe avant soi. Et les enfants surexposés aux écrans n'ont pas cette capacité. Donc, dès qu'on leur dit non, ou dès qu'ils doivent attendre, ils tirent les cheveux de la voisine, ils crient, ils se roulent par terre, voire ils deviennent agressifs avec les autres enfants ou la maîtresse. Et on est obligé d'appeler les parents, voire de déscolariser des enfants, d'appeler ce qu'on appelle une AVS, auxiliaire de vie scolaire. C'est une aide humaine dans la classe pour ces enfants très difficiles. Et une aide de plus, voilà. Okay. Et c'est pour ça que je dis que les écrans créent du handicap, puisque pour demander une AVS, il faut faire un dossier à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Avec la surexposition aux écrans, on a une explosion des demandes dossiers handicap. Mmh. Alors, les parents ont peur que leurs enfants s'ennuient, en fait. Ça, ils redoutent. Voilà, ils ont l'impression qu'il faut toujours les occuper, que voilà, c'est toujours la fête. Ils doivent toujours être des entertainers, en fait, de leurs enfants. Tout à fait. Alors, comme si s'ennuyer, c'était quelque chose d'affreux. Oui, et puis on n'est pas un bon parent parce qu'on ne lui propose pas une activité qui va le stimuler. Or, l'ennui est capital pour un enfant. C'est quand le cerveau n'est pas stimulé que le cerveau se met à fabriquer le plus de connexions cérébrales. On appelle ça le mode par défaut. Donc l'enfant, il crée. Il n'aime pas le vide, le cerveau. Donc pourtant, il ne se passe rien. Il n'y a pas... Tout à fait. Il ne se passe rien, donc il va créer dans sa tête des images, une réflexion, une imagination. Il va repenser à ce qu'il a vécu la veille, le matin, à ce qu'il a fait. Alors que quand vous lui servez sur un plateau des images et des sons où il n'y a rien qui vient de lui, il ne se passe absolument rien dans son cerveau que la fabrication de connexions toxiques. Donc on ne dit pas qu'il ne faut rien faire à l'enfant, mais des moments d'ennui sont extrêmement importants. Des moments où il fait rien. Il fait rien. J'étais surpris parce que vous écrivez que pour comprendre et pour bien assimiler, l'enfant a besoin de lenteur dans une société où tout va plus vite, en fait. Alors, si vous observez un enfant de 18 mois et qu'il essaye de marcher, de mettre un cube sur un autre, de jouer, de faire tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne, de peut-être mettre son linge au sale, vous allez voir que c'est extrêmement lent par rapport à nous. Pourquoi ? Parce qu'il acquiert toutes ses compétences de concentration, de motricité, d'attention, de coordination, de représentation spatiale des éléments dans l'espace. Et bien, si ça va trop vite, il a besoin donc de temps pour faire tout ça, de temps pour se rendre compte que c'est tel cube qui va sur l'autre ou pas. Et donc, si ça va au rythme du dessin, vous vous rendez compte à quel rythme vont les dessins animés d'aujourd'hui.
Donc c'est encore plus inadapté pour un enfant, mais même un dessin animé lentement, mais encore plus rapide. Et donc l'enfant elle a besoin de lenteur, il faut lui laisser le temps. Donc ne faites pas à sa place. Il va mettre 2 fois plus de temps pour mettre ses chaussures. Prenez le temps quand vous pouvez, c'est ce que je dis aux parents, le soir, le dimanche. Et le matin, si vous êtes vraiment pressé pour aller à l'école, vous lui mettez. Mais à chaque fois que vous pouvez, ne faites pas à sa place, vous allez lui rendre un grand service. Laissez-le prendre son temps. Comme vous l'expliquez, les écrans font véritablement écran finalement aujourd'hui. Ils portent bien leur nom. Alors, on a l'impression, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on est avec nos enfants. Je passe du temps avec mes enfants. Je joue avec lui et je suis dans la même pièce. Mais si vous êtes interrompu par votre téléphone, qui fait pourtant que quelques centimètres carrés de surface, c'est un écran comme si vous enfermiez, vous étiez pas du tout ensemble, comme si vous étiez chacun dans une pièce différente. Donc les parents peuvent être à côté de leur enfant et complètement enfermés dans un autre monde. Quand l'enfant fait n'importe quelle activité du monde réel, il est quand même connecté aux autres et connecté au monde. Quand il est dans un écran, il est complètement immergé dans l'écran, il n'est plus du tout connecté aux autres. C'est vraiment différent, c'est pour ça que quand on dit que c'est une activité comme une autre, c'est faux. Ce n'est pas une activité comme une autre. Beaucoup de parents qui nous écoutent ce matin se disent « Oui, mais attendez, les écrans nous ont sauvés pendant le premier confinement. » Oui, c'est vrai, et il faut absolument pas jeter la pierre aux parents, et encore moins pendant le confinement. Comment imaginer qu'un parent d'un enfant de 18 mois avec la crèche fermée qui télétravaille ne peut faire autrement qu'en utilisant les écrans? C'est quasiment impossible. C'est manquer de respect à tous les professionnels de l'enfance qui s'occupent d'enfants et qui les accueillent. C'est impossible. Et puis tout était fermé. Enfin, s'ils ont eu une surdose d'écran pendant le confinement, eh ben, ma foi, après le confinement, il faut reprendre les choses en main, ce qui est très très difficile. Pourquoi un enfant ne peut pas apprendre à compter sur une tablette ? Parce que l'enfant, il ne peut rien apprendre sur une tablette, sur un écran. Il a besoin que ce soit en 3 dimensions. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et que la 2D, ça marche pas. Ça ne marche pas. Il doit faire fonctionner tous ses sens, et notamment le toucher, dans le volume, dans la surface, dans le poids, dans la texture. Comment un enfant, un cerveau peut apprendre le lourd, le léger, le doux? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est extrêmement pauvre ce que propose un écran par rapport au monde réel. Donc, apportez à votre enfant tout ce que le monde réel peut lui apporter. Quels sont les conseils et les recommandations que vous donnez aux parents ce matin pour sortir du piège des écrans ? Alors, je mesure combien ce que je vais dire est difficile. Il faut aucun écran de 0 à 2 ans et aucun écran en présence de l'enfant. Vous mettez votre téléphone sur mode avion quand vous êtes en présence d'un petit. Quand l'enfant a des troubles, de 0 à 6 ans, il faut complètement les supprimer pour que le cerveau, de nouveau bien nourri, supprime les mauvaises connexions cérébrales et recrée les bonnes. Quand l'enfant n'est pas surexposé et n'a pas de troubles, il peut commencer un peu d'écran de 2 à 6 ans, mais s'il n'en a pas, c'est encore mieux pour lui. Les enfants qui s'en sortiront mieux dans la vie sont ceux qui n'auront pas d'écran ou très peu de 0 à 6 ans et dont les parents garderont le contrôle jusqu'à 25 ans, avec contrôle parental sur les écrans. Et donc on recommande 1 heure d'écran de 6 ans à 18 ans. Bien, alors effectivement c'est dur ce que vous... oui, c'est très très dur. Ce que vous dites, les parents vont vous dire, mais alors par quoi on remplace les écrans ? Alors n'importe quoi sera mieux qu'un écran. Le jouet le plus simple est bien plus profitable à l'enfant qu'un jouet compliqué. Et ce que j'aime, c'est que vous pouvez offrir à vos enfants, entre guillemets, le laisser jouer avec des loose parts. Qu'est-ce que c'est que les loose parts ? C'est tout ce qui n'est pas des jouets préfabriqués et prédéterminés, par exemple une ambulance ou une voiture, mais c'est ce qu'on trouve dans la nature notamment ou dans la maison, un bout de plastique. Un ruban. Un quoi, vous dites ? Un loose part, c'est les parties perdues. Des feuilles, des pierres, des petits cailloux, un bout de ruban. Mais des cartons. Des cartons. On fait des maisons dans des cartons. Alors, votre enfant va pouvoir faire des tonnes de choses avec un bâton, alors qu'une ambulance en plastique, ce sera toujours une ambulance en plastique. Et la suite est dans votre livre qui vient de sortir, Les Tout-Petits face aux écrans, aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir éveillé nos consciences. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous voyez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci. Et bonne journée santé sur Beurre FM.